Bonjour à tous et bienvenue au Café des Antigones. Je suis Iseul Turan et j'ai avec moi ce soir Anne Troubi. Nous vous présentons une émission sur les inégalités protectrices en réponse à notre première émission consacrée à l'égalité que nous vous invitons à retrouver sur notre chaîne YouTube. Si la critique est aisée, l'art est difficile mais nécessaire. Nous vous proposons donc de nous soutenir dès à présent dans nos réflexions et travaux sur notre Tipeee. Je vous souhaite une agréable écoute. Ce tableau des critiques posées à l'égard de cette égalité destructrice, plus qu'intégrée, nous mène à ce qu'on demanderait nous, Antigone, puisque l'égalité, vous l'avez compris, n'est pas un de nos mots d'ordre, ni un de nos étendards. Alors, comment nous positionnons, nous, Antigone ? Pour nous, l'égalité, elle se conçoit en dignité, elle se conçoit devant la loi, c'est-à-dire qu'un homme ou une femme qui commet un crime ou un délit est répertorié a droit à la même punition, dans les mêmes circonstances. Nous, ce qu'on souhaite, c'est la justice. Et ça se traduit par des dispositions légales qui prennent en compte les différences hommes-femmes. C'est ce qu'on va appeler des inégalités protectrices. Alors, pour être très clair, il s'agirait en fait d'une dérogation légale à cette égalité de droit auquel peuvent prétendre tous les citoyens, qui ne se comprend, qui n'est possible que lorsqu'elle est protectrice. Donc on ne peut faire d'inégalité, de traitement inégal, de traitement différencié, que lorsqu'il s'agit en réalité d'une protection. On parle aujourd'hui des femmes et c'est évident que les femmes vont être les plus... vont pouvoir bénéficier de ces protections-là, mais pas que. Il peut y avoir des circonstances où des hommes, des enfants peuvent bénéficier d'inégalités protectrices. La question n'est pas le sexe, l'identité ou quoi que ce soit, c'est simplement le principe. La loi peut déroger au principe général, seulement sous couvert de protection. Donc en fait, là, on reconnaît des vulnérabilités spécifiques à telle ou telle personne et on reconnaît aussi des vulnérabilités spécifiques à tel ou tel moment de vie et à telle ou telle situation, par exemple. Évidemment, parce qu'on doit aussi se rappeler qu'une femme n'est pas fertile toute sa vie. Donc elle va ne plus l'être à 50 ans. Là encore, il s'agit de protéger, d'avoir une inégalité protectrice, par exemple au travail, à l'égard de femmes en situation de fertilité. Et cette inégalité protectrice protège toutes les femmes pour leur donner simplement le choix d'avoir ou non des enfants. Parce qu'aujourd'hui, quand on parlait des fameux projets d'égalité salariale, on voit qu'on a effectivement une discrimination à l'embauche. Et cette discrimination à l'embauche, elle se fait sur toutes les femmes en âge d'avoir des enfants. Si on prend le problème dans un sens inverse et qu'on met une protection sociale à l'égard de ces femmes-là, l'entreprise qui embauche, elle se retrouve à avoir par exemple, je sais pas, des aides qui fait que un départ d'un congé maternité n'est plus un poids, elle ne verra donc plus de différence objective entre les compétences masculines et les compétences féminines. Elle choisira le plus compétent des deux candidats. Et donc elle pourra être juste, parce qu'il n'y aura plus justement ce poids-là. Et ce qui va permettre ça, c'est justement une inégalité protectrice qui va permettre de protéger les femmes en âge de procréer. Il y a une situation assez évidente dans laquelle les femmes notamment ont besoin de bénéficier d'inégalités protectrices, c'est celle des violences physiques. La question des violences physiques faites aux femmes, dans des places féministes, dépasse la question du sexisme ou la question des stéréotypes de genre ou des constructions sociales. Il y a un moment, un homme et une femme ne sont pas faits pareil et la force physique des hommes notamment donne un ascendant dans un cas de confrontation physique qui place les femmes dans une situation de vulnérabilité objective. On va quand même rappeler l'évidence, les femmes ne sont pas les seules victimes de violences. Même si les statistiques leur donnent la première place, ça n'empêche pas que des hommes aussi puissent être victimes de harcèlement, de vol, d'agression, parfois même de viol. La distinction, elle tient à la nature des violences faites aux femmes, qui leur sont pour beaucoup quand même spécifiques, autant qualitativement que quantitativement. Donc oui, il existe quand même des violences spécifiques faites aux femmes, et oui, il convient d'y trouver des solutions spécifiques. Sur les questions de violence, où là on parlait effectivement de violence spécifique, évidemment on ne peut pas mettre de protection particulière sur les femmes, comme l'ont tenté de faire désespérément les féministes. Je pense que le meilleur moyen d'apporter une vraie protection, c'est d'avoir une justice ferme. Et là, pour le coup, des coupables en prison. Enfin, permettre une sécurité dans la rue. Donc, par exemple, arrêter l'immigration massive qui fait de la précarité de masse dans certains quartiers. Ça me paraît être bien plus intéressant que d'essayer de rééduquer des gens à une drague qui serait, selon certains critères moraux, plus ou moins acceptable. La question, elle n'est pas là. On aura une vraie protection lorsque les violences physiques sont combattues et qu'on a vraiment une justice fonctionnelle. Donc là, il ne s'agit pas vraiment d'inégalité protectrice à part entière, mais vraiment d'un souci de justice et d'une sévérité du juge à l'égard
de l'acte qui a été porté à l'intention du plus faible. Parce que crever un œil d'un gars dans une bagarre, c'est une chose qui arrive. C'était une bagarre. Foutre un pain à une petite gosse dans l'intention de la violer, c'est autre chose. Et foutre des coups dans le ventre d'une femme enceinte, c'en est encore une autre. Ouais, c'est amusant de remarquer qu'on a beaucoup fait référence à la loi égalité femmes-hommes, et en même temps que cette loi-là est censée protéger les femmes, le calendrier gouvernemental avait prévu la loi Taubira, qui a allégé les peines de prison. Donc là, il y a peut-être un petit problème de cohérence. On parle d'inégalité protectrice. Il y a d'autres notions juridiques qui peuvent être intéressantes dans la question des violences faites aux femmes et qui sont, à mon avis, une réponse un peu plus adéquate que celle des féministes dans les cas spécifiques de violences physiques faites aux femmes. Les groupes féministes défendent la notion de féminicide en expliquant que tout crime physique, toute violence faite aux femmes relève d'une volonté des hommes d'attaquer les femmes dans ce qu'elles ont d'essentiel, dans d'essentiel. leur essence féminine. Parce qu'elles sont femmes. Très amusant pour des mouvements généralement indifférencialistes. Nous, on préfère à ça le concept quand même assez basique et assez facile à utiliser de circonstances aggravantes. C'est-à-dire que si un homme tue sa femme, de même que si une femme tue son mari, il y a une peine pénale prévue pour le meurtre, et il y a des circonstances aggravantes du fait que la victime soit le mari ou l'épouse. Oui, parce que j'abordais le fait qu'effectivement, on va avoir un comportement sévère à l'égard du plus faible, mais le plus faible n'est pas nécessairement les femmes. C'est-à-dire que la situation de faiblesse, elle doit être objectivement appréciée et constituer évidemment une circonstance aggravante. On peut penser aussi dans les termes d'inégalité protectrice à avoir un véritable sens de la légitime défense, parce qu'on a eu l'affaire Sauvage qui a fait beaucoup parler en termes de la question de violence, où la nana tire dans le dos de son mari après qu'il l'ait de multiples fois agressé. Bon, cet épisode a fait bondir les féministes qui ont demandé à ce que Madame Sauvage soit graciée du fait qu'elle était en situation de légitime défense. Alors, là, il y avait un problème juridique de grand ordre, c'était que la légitime défense avait un cadre très spécifique qui ne pouvait en l'état être appliqué. Eh bien, je pense que dans le cadre, justement, d'inégalité protectrice, on peut avoir un comportement approprié à l'égard, éventuellement, de situations qui soient un peu extraordinaires, qui sortent un peu du commun, où une personne qui serait en l'état de dépendance ou de faiblesse finisse par s'en sortir par un acte qui ne s'apparente pas tout à fait à la légitime défense, qu'il puisse y avoir une forme de compréhension d'inégalité protectrice à l'égard finalement de la personne qui était sous dépendance. C'est des choses comme ça qui sont possibles à partir du moment où c'est cadré légalement et de manière juste. Là aujourd'hui, dans les cas de Madame Sauvage par exemple, il n'y avait aucun outil juridique en la matière. Ouais, le cas était particulièrement difficile puisqu'il était passé devant 2 jurés populaires qui avaient plutôt jugé en défaveur de Madame Sauvage d'ailleurs. Oui, parce que bon, elle avait tiré quand même dans le dos. Donc c'est compliqué pour la légitime défense, quoi. Ouais. Un autre contexte de violence faite aux femmes qui est là extrêmement spécifique, c'est la question des violences médicales. Ça a aussi fait la une de l'actualité récemment avec des Tumblr comme Je n'ai pas consenti, dans lesquels on voit qu'il y a quand même une surreprésentation des femmes dans les victimes de violences médicales et qu'il s'agit principalement de violences gynécologiques et obstétricales. Bon, a priori, les hommes n'ont pas affaire à un gynécologue ou un obstétricien, parce qu'en fait, ils n'ont pas d'utérus. Oui, c'est une spécificité qu'il est bon de rappeler en ces époques troubles. Il y a un récent rapport gouvernemental qui impute les violences gynécologiques et obstétricales au sexisme du corps médical. Nous, on va porter l'analyse beaucoup plus loin, vous pouvez le retrouver ça dans nos textes, en expliquant quand même qu'il y a un problème de rapport au corps de la médecine moderne, qui sectionne le corps en petites parties, d'où un comportement qui n'est pas forcément compris comme étant problématique du côté du soignant, du médecin, mais qui peut être extrêmement difficile à vivre du côté du soignant quand il a l'impression d'être un amas de chair et pas une personne humaine. Là où il y a une surreprésentation des femmes et des violences gynécologiques et obstétricales, c'est que on omet dans l'analyse la spécificité de ces soins-là, qui touchent quand même à l'intime pour les femmes, d'autant plus que le sexe féminin n'est pas le sexe masculin, et que pour la plupart des examens et des soins gynécologiques et obstétricaux, il y a quand même besoin d'une forme de pénétration. On peut parler aussi de toutes les questions liées au diagnostic de pathologie chez les femmes, je pense à l'endométriose, qui cause des règles très douloureuses ou ce genre de choses, où là on a un corps médical qui n'est pas forcément encore à l'écoute de douleur ou qui ne prend pas le ressenti d'une patiente, sa sensation de douleur, comme étant un symptôme réel. Et ça, je pense que c'est un vrai problème, puisque le principe même du cycle féminin,
c'est que ça émet des états d'humeur plus ou moins intéressants et plus ou moins symptomatiques dans la recherche d'une pathologie. Et donc il y a des femmes qui n'ont jamais été diagnostiquées comme étant atteintes d'endométriose ou seulement très tard, alors que depuis leurs 12 ans, elles s'évanouissent à chacune de leurs règles. Il y a des solutions à ces difficultés de violence gynécologique obstétricale, de violence médicale dans leur ensemble. Il y en a une première qui là est plus de l'ordre du droit, mais qui est de l'ordre de processus médicaux, des processus de soins. Je vois dans le domaine gynécologique obstétrical, par exemple, il y a d'autres pays qui ont réfléchi à ces questions-là, où la norme est de demander en fait aux patients son consentement avant d'effectuer un acte médical. Et ça se fait tout naturellement. Est-ce que je peux ou est-ce que vous pouvez, c'est une phrase. Par exemple, je sais qu'en Italie, par exemple, dans le cadre de l'examen gynécologique, en France, voilà, on est allongé sur le dos, pied dans des étriers. Il existe la position qu'on appelle à l'anglaise parce qu'elle a été généralisée dans le système médical anglo-saxon, où on demande à la patiente de se coucher sur le côté, ce qui est beaucoup moins gênant parce qu'on on n'a pas le corps au vu au-dessus de tout le monde et qui est généralement plus confortable pour la patiente. Donc des petites améliorations comme ça, des petits changements comme ça peuvent déjà changer réellement le quotidien des patientes. Là, on peut penser plus spécifiquement à la question de l'accouchement, avec un gros retard de la France sur ces questions-là, avec des taux de péridurale, d'épisiotomie et tout simplement d'intervention médicale au cours des accouchements bien supérieurs à la moyenne européenne, alors qu'on est pourtant dans les derniers en termes de santé de la mère et de l'enfant. Il y a une autre réponse évidente à la question des violences gynécologiques, obstétricales et médicales en général, c'est que quand on privatise à la chaîne le système de santé et qu'on est dans un objectif de rentabilité à tout prix, c'est pas possible d'effectuer des soins corrects dans le respect du patient. On peut penser aux personnes âgées. En parlant des personnes âgées, oui, que c'est souvent les grands oubliés de ces questions d'égalité, et notamment je pense aux femmes retraitées, parce que là pour le coup on a un système d'égalité qui est bien égalitaire, ce qui fait que c'est chacun sa merde. Alors qu'en fait, on se trouve avec des femmes qui vivent en général plus âgées que leur mari, et qui ont des pensions de réversion très faibles du fait qu'elles n'ont jamais travaillé auparavant. Ou alors pas avec des carrières en pointillés aussi. Avec des carrières en pointillés ou des carrières dans le libéral, ou simplement qu'elles ont toujours aidé leur conjoint dans les travaux quand il s'agissait par exemple d'agriculteurs ou même de commerçants. Avec aucun statut officiel. Avec aucun statut, et il se trouve que monsieur est parti avant. Ce qui est courant au vu de l'espérance de vie féminine. D'ailleurs, dans ce qui a fuité des potentielles réformes des retraites, il était éventuellement question d'une réforme des pensions de réversion. Ça, c'est quelque chose qu'on attend avec impatience parce que c'est absolument primordial aujourd'hui qu'on ait un vrai travail de fond sur les pensions de réversion pour qu'on puisse avoir des conditions de vie amélioratives des femmes dans ces situations-là. Et là, il est nécessaire d'avoir des inégalités protectrices, c'est-à-dire que non, un homme veuf ne nécessite pas la même protection qu'une femme veuve parce que tout simplement, les femmes ont, de manière naturelle et objective, des carrières en pointillés du fait des accouchements déjà, et souvent des congés parentaux pris. Les propositions vont plutôt dans le sens inverse à l'heure actuelle, c'est plutôt de supprimer les pensions de réversion, alors qu'il faut quand même trouver des réponses à cette question de la maternité. Alors on pense au congé maternité évidemment, parce que même des femmes qui vont travailler toute leur vie vont quand même être obligées de s'arrêter, sans doute un peu plus que les 5 jours de Najat Vallaud-Belkacem, pour accoucher. Mais par ailleurs, il y a énormément de femmes qui choisissent d'élever leur enfant pour quelques années, parfois pour toute leur vie. Et d'ailleurs, ces choix-là sont pas toujours des choix libres. Ils sont parfois le fruit de contraintes économiques, quand on n'a pas de place en crèche, ou quand on se rend compte que l'intégralité de son salaire passe dans une nounou, on se dit qu'on serait peut-être mieux à s'occuper de ses enfants soi-même. Et il n'y a rien qui est prévu pour ces femmes-là. Au-delà du congé parental, il n'y a absolument rien. La question du salaire maternel, on en a déjà parlé dans d'autres émissions, est inopérante, dans la mesure où voilà, c'est un type de travail qui ne peut pas être rémunéré, c'est un gros danger de dépendance, en fait, de relations malsaines entre l'État et les familles. Par contre, c'est tout à fait possible de prendre en compte le temps passé à s'occuper de ses enfants, hommes ou femmes d'ailleurs, dans le calcul de la retraite. Ça, c'est quelque chose qui, justement, peut être tout à fait protecteur et objectivement envisageable sans créer d'injustice, mais au contraire, être facteur de justice envers celles et ceux qui ont sacrifié leur carrière pour la génération future. Il y a aussi une autre inégalité qui me tient à cœur et dont on n'a pas parlé, c'est les foyers monoparentaux, qui sont souvent tenus par des femmes. 85% des foyers monoparentaux sont des femmes. Enfin, sont tenus par des femmes. Bon, il y a quand même 15% d'hommes. Donc là, on se retrouve souvent donc, avec des femmes qui se doivent d'assumer seules leurs enfants et qui, du coup,
vont devoir avoir le salaire qui va avec pour leur trouver un toit et la nourriture. Or, on sait aujourd'hui qu'un seul salaire n'est pas suffisant pour vivre, que les pensions alimentaires sont rarement versées. Et là, il n'y a pas vraiment de protection. En fait. Il n'y a absolument rien qui est prévu. On l'avait dit dans notre émission sur les femmes gilets jaunes, on est dans un modèle de société assez rigolo dans la mesure où le modèle économique est basé sur des couples à 2 salaires. Sauf que la réalité, c'est que entre le nombre de foyers monoparentaux, le nombre de femmes qui restent au foyer pour s'occuper de leurs enfants, même temporairement, la plupart des foyers français, en réalité, ne vivent qu'à un seul salaire. Il faut aussi prendre en compte le taux de chômage là-dedans. Donc c'est une utopie totale de penser que la plupart des foyers français fonctionnent sur 2 salaires. C'est pas le cas. Non, mais par contre, c'est ce qui serait nécessaire pour vivre bien. Et c'est là qu'il y a un énorme problème. C'est là où il ne faut pas non plus s'étonner de l'ampleur qu'avait pris le mouvement des Gilets jaunes, puisqu'il était question là justement de pouvoir d'achat. Donc on va clôturer cette émission ici. Je pense que ces dispositions qu'on vous a proposées sont plus en mesure de répondre aux problématiques réelles des femmes que les propositions basées sur une conception totalement fallacieuse de l'égalité, dans la mesure où, d'un côté, on a une vision qui est quand même très idéologue des choses, voire parfois basée sur un déni de réalité totale, et de l'autre, nous, ce qu'on essaie de vous proposer, voilà, c'est des mesures concrètes qui prennent en compte les différences hommes-femmes et qui essayent aussi de respecter la liberté des choix individuels de chacun. Il s'agit aussi surtout d'une méthode d'analyse objective, c'est-à-dire justement de ne pas fluctuer avec l'idéologie du moment, la technique du moment, ou encore les pressions économiques du moment ou des lobbies. Et à partir du moment où on a des inégalités qui ne peuvent exister que sous couvert de protection, donc c'est-à-dire que la seule dérogation légale possible à la question de l'égalité devant la loi, ce soit ces inégalités protectrices et qu'elles s'étendent au social comme au légal, eh bien c'est une méthode objective qui permet en fait de fonder les différences sur une idée de protection. On le rappelle, les inégalités entre hommes et femmes et entre les uns et les autres ne sont pas seulement des constructions sociales, ne sont pas seulement le fait du patriarcat et des méchants, c'est aussi une réalité de différences naturelles entre les uns et les autres, qui relèvent parfois de la sexuation, parfois d'autres choses, et c'est aussi la réalité d'un système économique qui nous contraint dans nos choix, qui exerce des violences bien réelles sur les personnes et sur les familles. Donc au lieu de les nier, il est bon de les prendre en considération, non pas pour les aplanir, parce que les inégalités ne sont pas en soi des bonnes ou des mauvaises choses, ce sont des états de fait. Les inégalités sont mauvaises quand il y a injustice. La priorité, c'est avant tout d'avoir la justice, qui est une vertu aristotélicienne de premier ordre. Sur ces bonnes paroles, nous vous laissons ici, chers auditeurs. Merci Anne pour cette émission de ce soir. Merci beaucoup, merci à tous pour votre écoute. Si vous voulez un peu approfondir la question de l'égalité, la question des inégalités protectrices, on vous donne rendez-vous sur notre site www.lesantigones.fr. Vous pouvez aussi retrouver toute notre actualité sur notre page Facebook, bien sûr, Les Antigones, et sur notre fil Twitter.